Hubert Aquin a rencontré Aldous Huxley dans sa demeure de Beverly Hills, en Californie. C'est dans un décor splendide que le grand romancier anglais s'est retiré depuis déjà plusieurs années et vit comme un anachorète tout près du tumulte de Hollywood. L'auteur de L'éternité retrouvée, Le génie et la déesse et Contrepoint vit perché sur sa colline comme sur une tour d'observation, d'où il voit le monde. On a dit de lui qu'il abordait tous les problèmes avec une méthode scientifique et qu'il ramenait tout à la biologie. Mais cette définition paraîtra incomplète à celui qui lira ses romans palpitants d'humanité et qui ressemblent à rien d'autre qu'à des œuvres d'art. C'est lui qui a dit déjà « Tout ce qui est fait dans une société l'est par des individus ». Ce repère de lucidité et de calme d'Aldous Huxley à Hollywood n'a rien cependant de la tour d'ivoire. Comme écrivain, il s'est attaché à faire vivre des individus, à les défendre contre toutes les formes de pression sociale abusive. Il devient un farouche individualiste contre tout ce qui menace la liberté. Voici maintenant cet homme, Aldous Huxley, écrivain et visionnaire. Monsieur Huxley, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez commencé à écrire. Je l'ai commencé d'une façon assez bizarre parce que quand j'avais entre 16 et 17 ans, j'ai eu une maladie des yeux qui m'a rendu à peu près aveugle pendant 2 ans. Et pendant ce temps, d'abord j'ai dû quitter l'école et j'ai dû apprendre le braille et j'ai eu des instituteurs privés. Et aussi, j'ai pris l'habitude d'écrire. Je ne voyais pas ce que j'écrivais, mais on m'a donné une machine à écrire et j'ai appris à faire le dactylo, assez mal d'ailleurs. Et j'ai écrit tout un roman à l'âge de 17 ans que je n'ai jamais lu. Le manuscrit est disparu, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai pris le goût. Oui, et par la suite, vous avez continué, c'est ça? Oui, j'ai continué. Je voulais être médecin, mais après cet accident aux yeux, je ne pouvais pas continuer avec les études scientifiques et j'ai abandonné la médecine pour la littérature. Est-ce que vous avez regretté justement d'abandonner la médecine? D'une certaine façon, j'aurais été certainement un très mauvais médecin, mais peut-être j'aurais fait de bonnes recherches. Je regrette le fait que je n'ai jamais eu une solide éducation scientifique, mais vous dites ça, mais vous avez une culture scientifique assez impressionnante. Vous venez vous-même d'une famille d'hommes de science. Oui, j'ai une culture scientifique, mais purement conversationnelle et de dilettante. Je ne suis pas mais vous continuez de vous intéresser, je crois, à des problèmes scientifiques. Beaucoup, oui, j'ai beaucoup d'amis scientifiques dans diverses branches. Est-ce que vous croyez que la science vous a apporté beaucoup en tant qu'écrivain? Oui, je crois que beaucoup, parce que au fond, ça ouvre des portes dans tous les sens, dans la biologie, dans la psychologie, dans la chimie. Vous avez été l'ami à un certain moment de D.H. Lawrence. Je l'ai connu pour la première fois, je l'ai rencontré pendant la Première Guerre. Je l'ai rencontré plusieurs fois à cette époque, et puis je l'ai perdu de vue parce qu'il voyageait pendant bien des années. Mais il est rentré en Europe en 1926. Et pendant les 4 dernières années de sa vie, je l'ai beaucoup vu en Italie, à Paris. Il est venu chez nous quand nous avions une maison à Paris, dans le midi de la France. Et, nous étions avec lui, ma première femme et moi, quand il était mort au printemps de 1930. Est-ce que vous avez beaucoup d'admiration pour son œuvre? Beaucoup, oui. C'était un très grand écrivain, une espèce
c'est extraordinaire quand on pense qu'il est mort à 44 ans, de voir même le volume de son œuvre, cette espèce de cataracte d'inspiration qu'il avait. Et puis la qualité, c'est tellement extraordinaire aussi. Mais en littérature, vous avez dû avoir des maîtres. Est-ce que vous vous reconnaissez des maîtres en littérature anglaise ou française? Mais oui, naturellement, j'ai lu les grands romanciers. J'admire le plus de tous Dostoïevski et Tolstoï. Et puis les grands romanciers anglais, j'aime énormément. J'aime beaucoup George Eliot et Dickens, naturellement. Et surtout en France, Stendhal et Balzac. Vous avez fait, il y a quelques années, une expérience assez troublante. Vous avez pris une dose de mescaline, qui est une sorte de drogue, enfin un extrait de cactus, pour voir, justement, pour expérimenter les effets de cette drogue sur l'esprit, sur la conscience. C'est une chose bien curieuse. Il y a deux drogues maintenant qui se ressemblent dans leurs effets. C'est la mescaline, qui est la portion active du cactus peyote, employé par les Indiens du sud-ouest ici, et qui maintenant est synthétisé. Et puis il y a l'acide lysergique, qui est aussi une drogue synthétique qui produit exactement les mêmes effets. Et la chose étonnante dans ces deux cas, c'est qu'ils ont des effets fantastiques sur l'esprit, sans presque faire aucun mal au corps. En général, depuis la plus haute antiquité, l'homme a tâché de s'évader de son être normal et trop ordinaire, trop humain. Mais il s'est évadé à l'aide de drogues qui lui ont fait énormément de mal. Après tout, l'opium fait énormément de mal, la cocaïne, etc. Mais tandis que ces deux drogues ont des effets, on pourrait dire, plus révolutionnaires sur l'esprit. Est-ce que vous avez répété ces expériences par la suite avec la Oui, mescaline? j'ai pris la mescaline une ou deux fois, et puis l'acide lysergique 2 ou 3 fois avec plusieurs médecins et physiologistes. Et c'est une chose vraiment très extraordinaire, parce qu'on fait l'exploration d'une terra incognita de l'esprit. On se rend compte qu'on porte avec lui une espèce de continent complètement inconnu dans son cerveau. C'est comme si on pénétrait dans une espèce de continent noir, une chose qu'on ignorait totalement, et on trouve tout à coup ce monde qui ne ressemble en rien au monde ordinaire. Et la chose remarquable dans ces deux drogues, c'est que les facultés intellectuelles ne sont pas du tout dérangées. On préserve toute son acuité d'esprit. Dans Le meilleur des mondes, vous parlez aussi d'une drogue imaginaire qui s'appelle le soma et qui sert d'évasion, de moyen d'évasion à tous ces pauvres individus. Est-ce que vous préconisez toujours, mais de façon réelle, la découverte d'une drogue qui pourrait être ainsi distribuée? Naturellement, le soma, je crois que c'est une drogue impossible en soi, parce que le soma, si je me rappelle bien, était en même temps un drogue stimulant et sédatif et hallucinogène. Et il est bien peu probable qu'une seule substance puisse faire... c'est la drogue idéale. La drogue idéale, mais je crois qu'il est bien possible qu'avec 3 ou 4 substances, on pourrait reproduire les effets du soma. Et la chose, comme j'ai dit il y a un moment extraordinaire, la chose extraordinaire, c'est que les pharmacologues actuellement produisent de plus en plus de drogues
qui sont inoffensives, qui produisent des effets remarquables sur l'esprit, sans faire du mal physiologiquement. Par exemple, ces nouveaux drogues qu'on appelle psychic energizers, les créateurs d'énergie psychique qu'on emploie avec beaucoup de succès dans les cas de dépression mentale et qu'on peut utiliser au lieu du choc électrique. Ces drogues-là ont très peu d'effets nocifs sur le système et produisent des effets révolutionnaires en ce sens qu'ils tirent les gens d'une dépression profonde et les restaurent à la vie normale. Et les psychiatres qui les emploient se demandent maintenant si des drogues analogues ne feraient pas du bien pour les gens normaux et pas seulement pour des gens malades. Quand vous avez publié en 1931 Le meilleur des mondes, c'était une utopie et cette utopie-là était très sombre. On vous a sûrement dit que vous étiez un pessimiste, un prophète pessimiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Mais malheureusement, dans Le meilleur des mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je l'ai reculé à 5 ou 6 siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est que en 30 ans, en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées et que on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense et qu'il y a véritablement des dangers, que la technologie et l'organisation, la surorganisation tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termites parmi les hommes. Mais le danger est pour la personne humaine qui serait ainsi menacée. Le danger, oui, pour la personne humaine précisément. Et je trouve que là, nous avons tous un devoir de lutter pour cette malheureuse personne humaine qui semble dans un grand danger. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et évidemment, le danger pour la personne humaine est le plus grand dans les pays les plus évolués techniquement et d'une façon organisationnelle. Mais disons que les États-Unis sont en 15 ans en avance de l'Europe, mais que l'Europe va les attraper bien vite avec le développement qui se fait actuellement. Et ce n'est pas une question d'Amérique, c'est une question tout simplement de la civilisation technique, urbaine, industrielle qui nous pousse invinciblement cette direction. Philosophiquement, vous êtes individualiste alors? Oui, mais par nécessité. Par nécessité, mais après tout, même si on est non individualiste, si on s'intéresse à la société, mais quelle est la valeur d'une société composée d'individus nuls? C'est là le danger que nous pouvons faire avec une espèce de compresseur, éliminer les idiosyncrasies individuelles pour créer quoi? Une société peut-être stable, mais même ça, j'en doute, mais une société stable, mais complètement inintéressante et sans valeur. Après tout, les valeurs sont nécessairement dans l'individu. Vous avez fait une critique assez sévère de la télévision comme moyen de communication et de nivellement justement des personnes. Est-ce que vous croyez que ce moyen de communication contribue à baisser, disons, le niveau de liberté ou d'individualisme? Oui, en général, je trouve, je vois assez rarement la télévision, mais je trouve que la plupart des programmes sont au fond purement des distractions
ils font que les gens ne font pas attention, ne fassent pas attention aux choses importantes, mais seulement à ces espèces de fictions assez idiotes. Et je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction. C'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Et l'opium télévisionnaire devient une espèce de religion, au lieu d'avoir une bonne religion. Mais en tout cas, ayons une bonne religion. Mais d'avoir une religion de pure distraction et d'imbécilité, c'est vraiment assez grave. Vous avez exprimé des opinions aussi assez catégoriques sur le problème de la surpopulation. Cela vous paraît un des grands maux qui menacent l'humanité? C'est évidemment, ça représente des problèmes énormes. Par exemple, voyons notre voisin ici, le Mexique. Le Mexique va doubler sa population en 24 ans. Et c'est-à-dire que la population de la Mexique s'accroîtra de 30 millions à 60 millions en moins d'une génération. Mais la difficulté probablement ils peuvent se nourrir, mais la difficulté de faire assez d'écoles, de maisons, de routes, d'aménités publiques, c'est incroyablement difficile, surtout où les pays ne sont pas très développés industriellement. Ça pose des problèmes et ça impose des difficultés qui sont presque au-delà des possibilités des gens qui n'ont pas de capitaux et qui n'ont pas le personnel ni l'entraînement technique pour faire face à ces problèmes. Mais vous qui êtes prophète ou utopiste, vous ne croyez pas à un déplacement possible des surplus de population vers les astres? Non, pas du tout, non. Parce que d'ailleurs, mon ami, le professeur Hardin de l'Université de Californie, a écrit un article là-dessus dans un journal biologique qui est très amusant. Il calcule ce que ça coûterait, par exemple, d'exporter 1 million de gens de la Terre à Mars. Ça coûterait, je ne sais pas, chaque année, ça coûterait plus de 10 fois tout le revenu des États-Unis. Donc, c'est une chose purement fantaisiste. Impensable, oui. Et d'ailleurs, l'atmosphère de Mars ressemble exactement à l'atmosphère sur une montagne 2 fois plus haut que le mont Everest. Donc, ce n'est pas exactement un endroit de plaisance. Je sais que le problème de la surpopulation ne peut sûrement pas être réglé par une guerre. En fait, ce ne serait pas une solution humaine acceptable. Est-ce que vous croyez que la menace de la bombe atomique est une sorte d'épée de Damoclès qui peut tomber sur l'humanité? Évidemment, ça reste une menace. Je suis pour le moment plutôt optimiste. D'abord parce que les gens ne veulent pas se suicider, et aussi précisément parce que la France l'a démontré, qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont la possibilité de fabriquer des bombes. Il y a au moins 4 pays qui ont exprimé le désir et qui ont la possibilité de faire une bombe en moins de 5 ans. Mais quand il y aura une douzaine de pays qui ont la bombe et de tout petits pays, les grands pays ne seront plus grands. Quand la Suisse aura une bombe, la Suisse sera sur un pied d'égalité avec la Russie ou l'Amérique. Et c'est une chose que les grands pays ne pourront supporter. Et je crois que pour cette raison, pas du tout pour de la bonne volonté, mais sous la pression de la nécessité de la progression technologique, les grands pays seront sous la compulsion de faire un accord sur la limitation des armes. Mais le danger, selon vous, c'est justement d'élargir le club atomique. Oui, ça, évidemment.
quand beaucoup de petits pays auront la bombe, il y aura plus de possibilités qu'un fou arrive. Après tout, nous avons eu un fou dans le monde, nous avons eu Hitler, et il n'y a rien qui empêche l'arrivée d'un autre fou. Et si ce fou se met en tête d'un pays qui possède des bombes, je ne sais pas. Maintenant, est-ce que vous vous intéressez, je sais que vous vous intéressez beaucoup aux sciences, est-ce que vous vous intéressez entre autres à la psychiatrie? Beaucoup. Je m'intéresse d'abord médicalement, parce que après tout, c'est un des grands fléaux de l'humanité. Je crois que peut-être les historiens futurs diront que c'est le fléau du XXe siècle, comme la peste était le fléau du XIVe siècle. Peut-être la schizophrénie sera considérée comme le fléau du XXe. Et il est de toute importance d'avoir une solution à ce problème. Après tout, en ce moment, plus de la moitié de tous les lits d'hôpital des États-Unis sont occupés par des fous. Et on s'intéresse, je m'intéresse énormément médicalement à ce problème, mais aussi parce que on peut, avec la psychiatrie, explorer cet énorme territoire inconnu de l'esprit humain. En tant que romancier, alors cela peut vous intéresser? Oui, et je crois que ce serait une chose idéale pour un romancier, si la discrétion le permettait, d'être psychiatre et puis d'écrire des histoires sur ces malades. Ce ne serait pas extrêmement délicat ni moral, mais probablement il gagnerait énormément comme romancier. Actuellement, M. Huxley, quels sont vos projets littéraires? En ce moment, j'écris un long livre, qui est une espèce de fantaisie utopique. On peut dire que c'est un meilleur des mondes à rebours. Dans le meilleur des mondes, j'ai écrit un livre sur un monde où tout était fait pour supprimer l'individu. Mais dans cette fantaisie-ci, je tâche de créer un monde où tout se fait pour réaliser les potentialités humaines. Après tout, nous tous, chacun de nous vit sur un niveau beaucoup en dessous de nos possibilités. Les ingénieurs parlent des machines qui ont une efficience de, disons, 20%. Mais quelle est notre efficience? J'ai l'impression que la plupart de nous vivent avec une efficience de 2%. Et quand on pense, après tout, historiquement, dans une façon héréditaire et biologique, nous sommes presque exactement comme nos ancêtres d'il y a 20 000 ans. Et tout ce que nous avons développé depuis ce temps-là, c'est en réalisant des puissances qui étaient à cette époque latentes. Et je crois que maintenant, nous avons peut-être autant de puissances latentes que nous pourrions développer. Mais M. Huxley, vous savez que certains critiques français, certains écrivains français ont dit de vous que vous étiez trop intelligent. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Mais je répondrai que je ne suis pas assez intelligent, que personne n'est pas assez intelligent. Mais je crois que ce que veut dire cette critique, c'est que il parle exactement du problème dont je parlais il y a un moment, c'est-à-dire le problème de savoir comment exprimer les idées générales dans une fiction ou dans une histoire ou dans une biographie. Et personnellement, je trouve que le roman ou l'œuvre historique ou biographique, c'est le moyen d'exprimer des idées philosophiques générales, le moyen le plus efficace et le plus profond. Parce que c'est bien curieux,
quand on exprime dans une œuvre philosophique des idées générales dans des termes abstraits, ça manque de vitalité, parce qu'après tout, les hautes abstractions n'existent pas dans la réalité, elles existent seulement dans notre cerveau. Et l'immense problème, c'est de savoir exprimer à travers les événements concrets ou fictionnels ou historiques, d'exprimer à travers ces événements les idées les plus générales. Et c'est là le problème qui m'a toujours intéressé et que je n'ai jamais trouvé une solution complètement satisfaisante pour ce problème. Mais je tâche toujours d'approcher de plus en plus à une solution bonne et complètement satisfaisante. Remarquez qu'André Mauroy a dit de vous, se répondant à lui-même, il est trop intelligent pour être trop intelligent. Ce qui... Oui. Dites-moi, c'est assez curieux de rencontrer un écrivain, un romancier dans ce milieu de Hollywood qui, justement, est la patrie des artistes de cinéma. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Hollywood? Est-ce une partie du meilleur des mondes? Non, c'était un accident. Je suis venu ici. Au fond, en ce moment, j'étais en route pour l'Inde où je devais donner des conférences. Mais j'ai trouvé ici quelqu'un qui m'a pu aider énormément avec ma vision, une espèce de rééducation visuelle. Et je suis resté pour prendre ces leçons qui m'ont énormément aidé. Et puis est survenue la guerre et puis une espèce d'inertie et je suis resté ici. Dites-moi, est-ce que vous connaissez une définition brève de l'humour anglais que vous pratiquez depuis plusieurs années? Qu'est-ce que c'est? Non, je ne sais pas, l'humour littéraire, je ne sais pas, c'est très difficile de donner une définition. Je trouve que, en général, l'humour dans la vie, c'est une chose de la plus haute importance. Dans un certain sens, c'est une expression de la vieille vertu de l'humilité, de pouvoir se moquer de lui-même, qui est, dans un certain sens, l'humour dans la vie, de ne pas se prendre trop sérieusement.